La porte était ouverte. Un seul centimètre. Mais c'était suffisant. Sur le sol froid, dans l'obscurité quasi totale, gisait une enfant. Toute petite. Recroquevillée sur elle-même. Les genoux serrés contre sa poitrine, comme si elle cherchait à occuper le plus petit espace possible au monde. Comme si, plus elle rapetissait, moins le monde pouvait la blesser. Et quand cet enfant leva les yeux vers Aigreco, il a compris. Pas avec des mots. Pas avec la raison. Avec les tripes. Ce n'était pas une maison. C'était une cage aux murs peints en blanc, avec des rideaux à fleurs aux fenêtres, et un couple souriant à la porte d'entrée que tout le village appelait des saints. Vous allez entendre une histoire qui vous amènera à vous interroger sur la nature de la bonté, de la protection, et sur la frontière entre l'amour et le contrôle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous approchons des 1000 abonnés et vous pouvez nous rejoindre en un clic. Chaque histoire ici présente une part de vérité, quelque chose qui vous marquera. Revenons en arrière. Car pour comprendre ce qu'Aigreco a vu cette nuit-là, il nous faut remonter bien avant la porte, bien avant l'évasion, jusqu'au tout début. Le village de Kemba se nichait au cœur de la campagne, loin des grandes villes, loin du bruit, loin de tout ce que le monde moderne avait à la fois construit et détruit. C'était un endroit où l'on s'asseyait encore devant sa maison au crépuscule. Où l'odeur des plats chauds s'échappait des fenêtres ouvertes. Où tout le monde connaissait le nom de chacun, où les problèmes des uns étaient en quelque sorte ceux de tous. Où personne ne fermait sa porte à clé. Où la confiance était reine. Et c'est précisément dans ces lieux que les secrets les plus lourds parviennent à se cacher le plus longtemps. Parce que personne ne se méfie de quelqu'un qui sourit. Amadi Adeyemi est arrivé au village il y a près de 20 ans. Il n'était pas d'ici. Il venait d'une région plus au nord, où il avait grandi au milieu des conflits, de la misère et d'un silence pesant qui n'était pas la paix, mais la résignation. Il est arrivé avec peu de choses, un sac à dos, des vêtements simples et une femme à ses côtés. Sefu. De petits yeux sombres, une voix basse. Le genre de personne qui entre dans une pièce sans faire un bruit, mais dont on finit toujours par la remarquer. Ils s'installèrent dans une maison un peu à l'écart du centre du village. Trop grande pour deux. Trop calme pour être normal mais à ce moment-là, personne n'y prêtait attention. On ne voyait qu'un couple arriver humblement et qui, peu à peu, s'était intégré au lieu. Amadi aidait ses voisins. Sefu soignait les malades. Il n'allait pas aux fêtes, il ne criait pas, il ne demandait rien. Il donnait. Il donnait toujours. Et quand on donne sans rien attendre en retour, la communauté oublie de se poser des questions. Oublie d'aller au fond des choses. Oublie que toute générosité a une origine, et que cette origine n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Le premier enfant adopté est arrivé en 3e année. Une petite fille. Trouvée au bord de la route par un chauffeur routier désemparé. Elle avait peut-être 4 ans. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait pas. Elle se contentait de fixer le vide. Le chauffeur l'emmena au village, se renseigna, et quelqu'un lui indiqua la maison des Adeyemi. Amadi ouvrit la porte, regarda la jeune fille pendant quelques secondes et dit simplement « Entrez ». Tout le village a interprété cela comme un signe. Dans les mois qui suivirent, la jeune fille fut pleinement intégrée à la famille. On la voyait parfois dans la cour, les cheveux soigneusement coiffés et bien habillés. Sefu appelait sa fille devant tout le monde. Amadi lui apprit à marcher la tête haute. La communauté observait la scène avec cette chaleur que l'on ressent lorsqu'on assiste à un événement heureux. Mais au bout d'un moment, la fillette a cessé de venir dans la cour. Quelqu'un a posé la question. Sefu a répondu qu'elle étudiait. Qu'on lui avait trouvé une place dans une bonne école d'une autre ville. Qu'elle réussissait bien. Qu'elle était heureuse. Qu'elle avait un avenir. Et le village a accepté. Parce que c'est ce que je voulais entendre. Le 2e arriva. Puis le 3e. Un garçon de 6 ans sauvé de l'abandon. Un enfant qui avait perdu ses parents dans un accident. Un autre, apparu soudainement, sans passé connu, sans famille identifiable. Et pour chacun d'eux, Adeyemi ouvrit sa porte. Pour chacun, il y eut une période où l'enfant apparut, fut vu, présenté. Puis, inévitablement, la disparition discrète. La douce explication.
L'école dans une autre ville. La famille éloignée qui avait surgi. L'opportunité qui s'était présentée. Et personne n'a jamais pris la peine de vérifier. Pourquoi serait-il parti? C'étaient des Adéyémi. Des saints, disait-il. Des messagers de Dieu, répétait-il. Et dans des endroits comme Kemba, lorsqu'on reçoit ce titre, on est protégé comme par une armure invisible. Personne ne remet en question un saint. Personne n'examine un miracle de près, de peur qu'il ne disparaisse. Puis les années passèrent. Les enfants sont passés. Et la maison resta là. Grande. Silencieuse. Toujours propre. Avec des rideaux à fleurs. Avec un couple à la porte qui souriait à tous ceux qui passaient. Jusqu'à l'arrivée d'Aigreco. Aigreco n'était pas comme les autres enfants qui étaient passés par là. Non pas parce qu'il était plus intelligent. Non pas parce qu'il était plus courageux. Mais parce qu'il y avait en lui quelque chose que la survie elle-même avait forgé. Il avait 10 ans, mais son regard portait le poids de quelqu'un qui en avait assez vu pour ne pas se fier facilement au sourire. Il avait grandi au gré des déplacements. Sans domicile fixe. Sans famille stable. Déménageant de maison en maison, de village en village, toujours à la merci de la générosité d'inconnus. Et quand on vit ainsi, on apprend à décrypter les gens avant de décider si l'on dormira paisiblement la nuit. On apprend à repérer ce qui cloche. Le détail déplacé. Le silence avant la réponse. Aigreco était arrivé par hasard au village de Kemba, avec un groupe de travailleurs saisonniers de passage. Lorsque le groupe repartit, il resta sur place, sans explication. Il dormit 2 jours au marché, mangea ce qu'il put, puis fut trouvé par un ancien du village qui le conduisit à l'Adéyémi. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait avec les enfants comme ça. Amadi l'accueillit à la porte avec le même regard qu'à l'accoutumée. Un regard scrutateur, mais chaleureux. Ce regard calculateur teinté d'un sourire. Entre, mon garçon. L'intérieur de la maison était exactement comme elle paraissait de l'extérieur, propre, rangée, avec des parfums agréables, des couleurs douces et un mobilier simple mais bien entretenu. Un vase de fleurs ornait la table. Une bibliothèque contenait des livres avec des marque-pages. Au mur, des tableaux arboraient des phrases évoquant la paix, la famille et la protection. Séfu apparut dans le couloir avec un plateau. Jus. Biscuits. Tout était parfait. Asseyez-vous. Vous devez avoir faim. Et Aigreco s'assit. Et mangea. Et observa. Au petit matin, il remarqua leur présence. 2 enfants apparurent brièvement dans le couloir, le regardèrent, puis disparurent sans un mot. Aucune présentation. Rien de l'effervescence habituelle qui accompagne l'arrivée d'un nouvel enfant dans une maison déjà bien remplie. Aucune curiosité bruyante. Aucune question. Juste ces 2 visages dans le couloir, une demi-seconde, puis le silence retomba. Aigreco mangea lentement le biscuit et pensa, ce n'est pas normal. Les enfants sont curieux. Les enfants font du bruit. Les enfants qui vivent ensemble dans une maison créent leur propre dynamique, une énergie que l'on ressent dès qu'on entre dans un tel espace. Le silence régnait ici. Un silence qui n'était pas de la tranquillité. C'était de la retenue. Ce premier soir, Amadi fit visiter la chambre à Aigreco. Petite, bien rangée, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Le lit était recouvert de draps propres qui sentaient le savon. Un placard vide l'attendait. Tout était parfait. Tout était impeccable. Comme une mise en scène destinée à convaincre. Tu pourras mieux connaître la maison demain. Repose-toi aujourd'hui. La porte était fermée. Pas verrouillée. Mais fermée avec une précaution excessive, un clic doux mais net qu'Aigreco a plus ressenti qu'entendu. Il restait allongé là, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il a entendu des pas dans le couloir. Lent. Mesuré. Une porte s'ouvrit quelque part. Puis elle se referma. Puis le silence retomba. Aigreco attendit encore 1 heure. Puis elle se leva et se dirigea vers la porte de sa chambre. Elle l'ouvrit lentement et passa la tête. Le couloir était vide. Mais il y avait une lumière sous l'une des portes du fond. Une faible lueur. Scintillante.
comme celle d'une bougie. Et un son très faible. Presque inaudible. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais Aigreco l'a immédiatement compris. Quelqu'un qui pleure la bouche fermée. Le genre de pleurs qu'on apprend à faire quand on découvre que pleurer fort ne change rien. Il retourna dans sa chambre. Il s'allongea. Il ne dormit pas. Et le lendemain matin, lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner et que Séfu lui sourit de ce sourire parfait, mais vide, Aigreco lui rendit son sourire. Et il commença à faire des plans. Les jours suivants, Aigreco apprit les habitudes de la maison comme on apprend la topographie d'un territoire ennemi. Non, pas de façon évidente. Avec patience. Avec cette discrétion que la vie lui avait inculquée. Le café était servi à 6h30. Amadi partit à 8h. Séfu resta. Il y avait 3 autres personnes dans la maison, mais Aigreco n'en voyait régulièrement que 2. Une fillette nommée Busy, d'environ 8 ans, qui baissait toujours les yeux en parlant. Et un garçon nommé Kofi, peut-être 12 ans, qui avait appris à se faire aussi discret que possible, comme si le silence était la seule façon d'exister en toute sécurité. Le troisième, Aigreco l'a seulement entendu. Il ne l'a jamais vu. Les pas. La respiration. Le bruissement des mouvements derrière les portes closes. Il y avait une aile de la maison dont Séfu n'avait jamais parlé. Un couloir qui bifurquait à gauche après la cuisine, avec 2 portes. Une fois, au début, quand Aigreco avait tenté d'explorer cette direction, Séfu était apparu comme par magie, d'un calme presque surnaturel. Ce secteur est en travaux. C'est dangereux par là. Restez ici, devant. La voix n'était pas menaçante. Elle était sereine. C'était presque pire ainsi. Le sourire sur son visage alors qu'il bloquait le passage de son propre corps. Aigreco s'est retiré. Mais il n'a pas oublié. Les jours suivants, il observa scrupuleusement les allées et venues de Séfu. Elle se rendait parfois dans le couloir interdit. Toujours avec un plateau. Toujours seule. Elle y entrait, y restait quelques minutes, puis repartait. Elle ne laissait jamais la porte ouverte. Elle ne faisait jamais le moindre bruit. Kofi vit Aigreco regarder une fois. Il s'approcha lentement, comme un animal qui a appris que les mouvements brusques attirent l'attention. « N'y va pas », dit-elle dans un murmure silencieux, juste de ses lèvres. « Pourquoi » Aigreco répondit de la même manière. Kofi ne répondit pas. Il secoua simplement la tête, retourna à sa place dans la pièce, s'assit, reprit le livre qu'il lisait et fit comme si de rien n'était. Mais c'était arrivé. Aigreco savait qu'un langage était parlé là. Un langage de regard, de silence, de choses non dites mais que tous les habitants de la maison comprenaient. Une grammaire de survie que les enfants avaient développée dans cet espace. Et Aigreco était doué pour l'apprentissage des langues. Cette nuit-là, pour la 2e fois, il ne dormit pas. Il attendit avec la patience d'un chasseur. 2h du matin. 3h. Le silence de la maison s'était tellement épaissi qu'il pouvait entendre son propre cœur. Il se leva lentement. Chaque pas était calculé pour ne pas faire craquer le plancher. Il se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit millimètre par millimètre. Le couloir était sombre, mais sa vision s'était adaptée. Il longea le mur en direction de l'aile interdite. La première porte était verrouillée par un cadenas. Le deuxième était tout simplement fermé. Et quand Aigreco posa la main sur la poignée de porte et la tourna lentement. La porte a cédé. Et voilà. Un enfant par terre. Pas au lit. Par terre. Avec une fine couverture, un verre d'eau à côté et une bougie presque éteinte sur une étagère basse. Une fillette. 7 ans peut-être. Des cheveux en désordre. Des yeux qui reflétaient la flamme de la bougie, avec une expression qu'Aigreco ne parvenait pas à définir. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond. C'était l'absence. Comme si une partie d'elle était partie depuis longtemps. Elle l'a vu. Et il n'a pas crié. Il n'a pas bougé. Il a simplement dit, d'une voix à peine audible. « Vous avez été emmené vous aussi » Aigreco resta immobile sur le seuil. « Oui. » « Ça fait combien de temps »
Environ 10 jours. Elle ferma les yeux un instant. Puis elle les rouvrit. Ils vous diront que vous allez dans une bonne école, que vous aurez une vie meilleure, que c'est pour votre bien. N'est-ce pas? Elle baissa les yeux vers le sol où elle était assise. Quand avez-vous quitté cette maison pour la dernière fois? Aigreco ne répondit pas. La réponse était pourtant évidente. Il était arrivé il y a 10 jours et n'était pas reparti. Il y avait toujours une raison. La pluie. La chaleur. Amadi avait besoin de sortir et il valait mieux attendre son retour. Séfu avait des activités prévues à l'intérieur. Il y avait toujours quelque chose. Quel est votre nom? Demanda-t-il. Amara. Depuis combien de temps es-tu ici, Amara? Elle regarda la bougie. Je ne sais plus compter. Et c'est à ce moment précis, dans cette petite pièce qui sentait la cire brûlée, qu'Aigreco a compris l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas une adoption. Ce n'était pas une protection. C'était une capture. Élégant, paisible, baigné de sourires, de plats réconfortants et de mots sur la famille. Mais captivant. Et puis, derrière Aigreco, vint le son. Mesure. Et la lumière du couloir s'alluma. Aigreco a tourné. Séfu était dans le couloir. En peignoir. Cheveux lâchés. À la main, une lampe torche. Et aucune colère ne transparaissait sur son visage. Il y avait pire. Calme. Un calme absolu et profond, comme celui de quelqu'un qui a répété ce moment de nombreuses fois et qui sait exactement quoi faire. Retourne dans ta chambre, Aigreco. La voix était la même qu'au petit déjeuner. Douce. Presque affectueuse. Elle va bien, poursuivit Séfu, comme s'il avait besoin d'explications. Amara a quelques problèmes. Elle a besoin de soins particuliers. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Aigreco regarda Amara. Amara baissa les yeux. Il se retourna vers Séfu. Pourquoi est-elle par terre? Elle préfère comme ça. Pause. Retourne dans ta chambre. Et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. La deuxième fois. Toujours aussi doux. Mais avec une lourdeur sous-jacente. Comme une grosse pierre sous une eau calme. On ne la voit pas, mais on la sent quand on plonge. Aigreco retourna dans sa chambre. La porte se referma derrière lui. Et cette fois, il entendit le clic du cadenas. Pour la première fois depuis son arrivée, Aigreco ressentit de la peur. Non pas cette peur vague et diffuse qui l'avait accompagnée dès le début comme un murmure au fond de sa tête. Non, une peur concrète, avec une forme et un poids, qui s'était installée dans sa poitrine et y était restée. Mais avec la peur est apparu quelque chose de plus fort. Clarté. Il savait où il se trouvait. Il savait ce qu'était cet endroit. Il savait que les autres enfants qui étaient passés par ici, tous ceux que le village avait vus arriver et qu'il avait cru partis chercher une vie meilleure, n'étaient peut-être jamais partis. Et elle savait que si elle ne faisait rien, ils ne partiraient pas non plus. Le lendemain matin, lorsque la porte fut déverrouillée et que Séfu apparut avec le petit déjeuner et son sourire habituel, Aigreco fit la seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Il lui sourit en retour. Il les a remerciés. Il a mangé. Et il se comporta exactement comme Amadi et Séfu l'avaient prévu. Calme. Docile. Reconnaissant. Le garçon qui avait compris son destin et s'adaptait à sa nouvelle vie. Mais à l'intérieur, chaque seconde était un calcul. Il commença à cartographier la maison avec une précision qui dépassait la simple observation. J'ai remarqué quand les fenêtres étaient ouvertes et pendant combien de temps. J'ai vu où étaient rangées les clés, sur un crochet au mur de la cuisine, partiellement dissimulé par un torchon. J'ai observé les habitudes d'Amadi, il dormait profondément après le dîner et se réveillait rarement avant 6 heures. J'ai étudié Séfu, plus vigilante, mais qui avait un point faible, sa routine était trop rigide. Elle faisait les mêmes choses aux mêmes heures avec une précision quasi mécanique. Et qui dit routine dit aussi angle mort. Aigreco a également commencé à travailler avec les autres enfants. Avec Busy, c'était plus difficile. Elle avait passé trop de temps dans cette maison et avait appris à se méfier de tout ce qui semblait porteur d'espoir. Quand Aigreco essaya de lui parler,
elle se referma comme une huître. Elle secoua la tête et dit doucement qu'il n'y avait rien à faire. « Tu vas bientôt partir, dit-elle. C'est ce qu'ils disent toujours. Et puis tu t'en vas. Où vas-tu ? » Busy n'a pas répondu. Aigreco la fixa longuement. Busy. Je ne pars pas sans toi. Elle le regarda pour la première fois, vraiment. Droit dans les yeux. Et il y avait dans ce regard quelque chose qui lui brisa le cœur, mais qui alluma aussi une flamme. L'étincelle de quelqu'un qui avait presque renoncé à croire, mais qui n'était pas encore parvenu à l'éteindre complètement. Avec Kofi, c'était différent. Kofi savait. Il avait choisi de ne rien faire car il avait calculé qu'il n'y avait rien à faire, mais quand Aigreco commença à présenter un plan concret, avec des détails, des échéanciers et des solutions de repli, Kofi se mit à écouter avec une attention croissante. « Et Amara ?» demanda Kofi. « Elle y va aussi. Elle est dans le service fermé. Je sais où se trouve la clé. » Kofi le regarda. « Comment le savez-vous ? » « Parce que j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je trouve. » Silence. Kofi hocha alors la tête. Le plan était simple car ce sont les plans simples qui fonctionnent. Un soir où Amadi rentrait tard, comme c'était le cas tous les jeudis lorsqu'il se rendait au grand marché de la ville voisine, et une fois que Sefu avait fait sa tournée nocturne et s'était couché, il passait à l'acte. Aigreco prendrait la clé accrochée au crochet. Elle libérerait Amara. Puis elle sortirait par la fenêtre du couloir latéral, la seule invisible depuis l'entrée principale de la maison. 3 jours d'attente. Pendant 3 jours, Aigreco continua de sourire. De manger. De rendre grâce. D'être le garçon qu'il voulait qu'il soit. Et ce jeudi-là, tandis qu'il dînait en silence et qu'Amadi disait qu'il devait aller en ville et qu'il rentrerait tard, Aigreco garda un visage neutre et dit simplement « Ce n'est rien, papa ». Le mot sortit de sa bouche comme un poison qu'il fallait avaler. Mais ça a marché. Amadi sourit. Sefu sourit. Et à 8 heures du soir, il partit. Aigreco attendit. 10, 11. Minuit. Elle entendit Sefu faire sa ronde. Les pas familiers dans le couloir. Le bruit de sa porte qui se refermait. Il attendit encore 40 minutes. Puis il se leva. Il se rendit à la cuisine dans un silence absolu, l'obscurité était presque totale, mais il connaissait chaque recoin de cet espace par cœur. Il posa la main sur le crochet. La clé était là. Froide. Petite. Lourde d'une lourdeur qui ne laissait rien paraître de sa taille. Il retourna dans le couloir. Il frappa doucement 3 fois à la porte de Kofi. La porte s'ouvrit. Kofi était déjà debout, prêt, un petit mouchoir à la main, tout ce qu'il avait décidé d'emporter. Ils se sont rendus dans la section interdite. Le cadenas s'ouvrit avec un bruit qui parut énorme dans le silence de la maison. Amara était éveillée. Comme si elle le savait. Comme si son corps avait appris à percevoir quand quelque chose était différent dans l'air. Elle les vit et ne dit rien. Il s'est simplement levé. Ils se rendirent dans la chambre de Busy. Aigreco ouvrit lentement la porte. Busy était allongé, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. « C'est maintenant », dit Aigreco. Elle resta immobile pendant une seconde qui lui parut une éternité. Puis il s'assit sur le lit. Puis il se leva. Et tous les 4 se dirigèrent ensemble vers la fenêtre du couloir latéral. Aigreco l'ouvrit centimètre par centimètre, le cœur battant la chamade à chaque frottement du bois contre le bois. Dehors, la nuit était sombre et douce. Elle sentait la terre et l'herbe. Une obscurité qui, d'abord, paraît menaçante, puis qui se révèle être la plus belle chose au monde. Premier Busy. Puis Amara. Puis Kofi. Enfin, Aigreco. Et lorsque ses pieds touchèrent le sol devant la maison des Adeyemi, il resta immobile pendant exactement 1 seconde. Il regarda par la fenêtre sombre. Elle regarda les enfants à côté d'elle. Et il s'est mis à courir. Si vous êtes encore là à ce stade de l'histoire, vous savez déjà qu'il s'agit de bien plus qu'une simple histoire. Il s'agit de montrer comment les lieux qui nous promettent la sécurité sont parfois les prisons les plus magnifiquement décorées. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque histoire ici a un véritable impact.
Et votre soutien nous permet de toucher un public toujours plus large. Ils couraient dans l'obscurité sans but précis, fuyant simplement le noir. La terre sous leurs pieds, l'air chaud sur leur visage, le bruit de leur respiration se mêlait. Amara trébucha une fois et Kofi la rattrapa sans s'arrêter. Busy courait en silence, comme si son corps avait oublié comment émettre un son après avoir si longtemps tenté de se faire oublier. Ils ont couru jusqu'à ce que leurs poumons leur fassent mal. Jusqu'à ce que la maison des Adeyemi ne soit plus qu'une ombre lointaine dans l'obscurité. Puis ils s'arrêtèrent. Ils étaient assis par terre, parmi les arbres, à l'écart de la route principale. Et ils restèrent silencieux pendant un moment. Amara leva les yeux vers le ciel. Il y avait des étoiles. Beaucoup. Le genre de ciel que la ville cache mais que la campagne préserve généreusement. Je ne me souvenais pas que le ciel ait cette apparence, a-t-elle déclaré. Et personne ne répondit. Parce qu'il n'y avait rien à répondre. Au lever du soleil, ils arrivèrent au village. 4 enfants, pieds nus, avec l'expression de ceux qui avaient vécu quelque chose d'innommable. Les premiers à les voir furent 2 vendeurs qui ouvraient leurs étals au marché. Ils restèrent immobiles, les fixant du regard. Et il y avait quelque chose dans le visage de ces enfants qui les empêchait de poursuivre leur chemin. La nouvelle se répandit à la vitesse fulgurante propre au petit village. En moins d'1 heure, un groupe s'était rassemblé. L'ancien qui avait conduit Aigreko chez les Adeyemi était là. Il le regarda avec un mélange de confusion et les prémices d'une culpabilité qui lui prendrait du temps à se dissiper. « D'où venez-vous » demanda quelqu'un. « De chez les Adeyemi » dit Aigreko. Silence. « Mais, ils ont dit que tu étais parti étudier. » « Nous ne sommes allés nulle part. » Plus de silence. Puis les questions commencèrent. Et les enfants répondirent. Kofi parla le plus, avec une précision qui surprit tout le monde, comme s'il avait gardé chaque détail pour le jour où quelqu'un serait prêt à l'écouter. Busy resta silencieuse, mais hocha la tête en signe d'approbation. Amara ne dit presque rien, mais sa posture, là, au soleil, en disait long. Un groupe s'est rendu à la maison. Amadi était rentré pendant la nuit. Sefu et lui étaient là lorsqu'on frappa à la porte. En ouvrant, ils virent le village rassemblé. Leurs visages affichèrent une série d'expressions que les personnes présentes décrivirent plus tard de différentes manières, la surprise, l'intention, et enfin, ce calme étrange. Ce calme qu'Aigreko connaissait bien. Lorsque les questions ont commencé, c'est Sefu qui a pris la parole. Avec la même voix qu'à l'accoutumée. Sereine. Presque professorale. Nous avons sauvé ces enfants. Cassés. Le monde extérieur est impitoyable envers eux. Ici, ils étaient en sécurité. Ici, il ne manquait de rien, de quoi manger, un abri, une protection. Que pouvait bien leur offrir le monde? Que advient-il de ces enfants quand personne ne prend soin d'eux? Et il y avait quelque chose de troublant dans cet argument. Parce qu'une partie était vraie. Au village, tout le monde savait ce qui arrivait aux enfants sans famille à l'extérieur. Ils connaissaient les histoires, les situations d'exploitation, l'abandon, les rues, les dangers réels et concrets qui existaient hors de cette maison. Et pendant un instant, certains des présents ont hésité. Un instant. Puis le vieil homme regarda Amara. La jeune fille qui était restée dans une chambre éclairée à la bougie et recouverte d'une fine couverture, et qui avait demandé à un inconnu dans l'obscurité quand il était sorti de chez lui pour la dernière fois. Et il lui a demandé. « Vouliez-vous rester » Amara baissa les yeux. Puis elle leva les yeux. Directement vers le vieil homme. « Je voulais choisir. » 3 mots. Mais cela suffisait. Ce qui est arrivé ensuite à Amadi et Sefu s'inscrit dans une histoire que le système judiciaire de cette région apprenait encore à appréhender. Des lois s'appliquaient, mais d'autres n'existaient pas encore pour ce genre de situation, où la violence n'était pas physique et où les dommages étaient plus difficiles à quantifier, mais non moins réels. Ce qui fut découvert les jours suivants, lors de la fouille de la maison, dépassa l'entendement. Des dossiers concernant les enfants qui y avaient séjourné au fil des ans. Des notes que Sefu consignait dans un carnet avec une méticulosité troublante. Date d'arrivée. Description physique. Observation sur le comportement. Comme s'il s'agissait de plantes qu'elle avait cultivées, étudiées et consignées.
Beaucoup d'enfants mentionnés dans ce carnet étaient effectivement partis. Où étaient-ils allés? Nul ne le savait avec certitude. Hamadi et Sefu disposaient d'un réseau de contacts, d'autres personnes partageant la même philosophie, d'autres lieux semblables à cette maison disséminés dans des régions difficiles d'accès pour l'État et où les questions étaient rares. Ils n'étaient pas les seuls. Mais c'était eux le chaînon manquant qui avait été trouvé. Le vieil homme passa des semaines à digérer sa propre complicité involontaire. C'était lui qui avait amené Y là-bas. C'était lui qui avait cru, comme tout le village, car il était plus facile de croire que de remettre en question ce qui paraissait si beau en apparence. On ne voit que ce qu'on veut voir, a-t-il déclaré plus tard. Et quand quelqu'un fait de bonnes choses en public, on suppose que sa vie privée est la même. Mais parfois, la vie publique n'est qu'un masque. Et nous avons été trop naïfs pour voir au-delà des apparences. YO est resté au village pendant quelques mois, le temps que les autorités régionales s'occupent de l'affaire. Kofi a été retrouvé par un parent éloigné qui le cherchait depuis plus d'1 an. Il y avait un oncle, une petite ville à quelques heures de là, des recherches qui avaient commencé presque trop tard. Busy n'avait aucune famille connue. Mais une femme du village, sans enfant, avait tout suivi de près et proposa de s'occuper d'elle. Et cette fois, il y eut des questions. Beaucoup de questions. Et des visites. Et du temps. Et la tentative, imparfaite et lente, de réparer une injustice. Amara resta longtemps silencieuse. Elle parlait peu. Elle dormait la fenêtre ouverte, car elle avait compris qu'elle avait besoin de voir le ciel pour trouver le sommeil. Quelque chose en elle avait été blessé d'une manière irréparable. Mais il y avait aussi cette question qu'elle avait posée à l'aîné. Ces 3 mots qui avaient changé le sens de l'instant. Elle voulait choisir. Et ce désir, cette capacité à nommer ce qui lui avait été pris, était, aussi infime qu'elle paraissait, le début de quelque chose. Y partit tôt un matin, comme il était arrivé, sans faire beaucoup de bruit. Avant de partir, le vieil homme l'a rencontré au bord de la route. Ils restèrent là un instant sans rien dire. « Où allez-vous » demanda le vieil homme. « Je ne sais pas encore. » Le vieil homme hocha la tête. Ce hochement de tête était empreint de respect. Le genre de respect qu'éprouve un homme âgé lorsqu'il reconnaît une sagesse qui ne vient pas de l'âge. « Qu'avez-vous appris ici » Y resta pensif. Il a ensuite répondu. « Quand quelqu'un vous dit qu'il vous protège, la première question est « De quoi ?» Et la seconde, « Qui vous a demandé votre avis ?» Le vieil homme le fixa un moment. « Tu as 10 ans. »« J'ai. »« Et vous en savez déjà plus que moi à 40 ans. » Y ne répondit pas. Il fit simplement le premier pas sur la route. Et c'est ainsi que cela se passa. Il y a quelque chose dans cette histoire qui est plus difficile à comprendre qu'il n'y paraît. Hamadi et Sefu n'étaient pas des monstres au sens où le cinéma nous y a habitués. Point de cruauté gratuite. Point de sadisme. Il y avait, de façon troublante, une logique. Une conviction sincère, aussi déformée fût-elle, que leurs actes étaient nécessaires. Que le monde extérieur était si dangereux pour ces enfants que la seule solution était de créer un monde clos, contrôlé, séparé. Et c'est le type de mal le plus difficile à combattre. Parce que cela ne ressemble pas au mal. On dirait de la tension. Avec inquiétude. L'amour, même celui qui est étouffant et possessif, qui ne reconnaît pas à l'autre le droit à sa propre existence, mais l'amour tel que ces gens le concevaient. Et il y a dans cette histoire quelque chose qui dépasse le village de Kemba, Hamadi et Sefu, ces 4 enfants en fuite nocturne. Il existe quelque chose qui se manifeste dans les familles, dans les relations, dans les structures plus larges. L'impulsion à protéger qui se transforme en contrôle. La volonté d'épargner qui élimine toute possibilité de choix. Le silence qu'on vend comme la paix mais qui est, en réalité, l'absence de voix. Combien de fois ce que nous appelons protection n'est-il pas en réalité notre incapacité à accepter l'idée que l'autre personne puisse choisir quelque chose de différent de ce que nous avons choisi pour elle ? Combien de fois avons-nous construit des maisons qui étaient en réalité des cages, les avons décorées de fleurs aux fenêtres et les avons appelées « chez nous » ? Parfois, ce qui semble être de la bienveillance cache de la manipulation. Parfois, la surprotection est une autre forme d'emprisonnement. Et le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Parfois,
le silence est le cri de quelqu'un qui a compris que crier ne sert à rien. Aigreco le savait déjà à l'âge de 10 ans, car la vie le lui avait appris avant même que l'école puisse le faire. Et la question qu'il a laissée en suspens, au bord de cette route, avant de partir pour une destination qui n'avait pas encore de nom, est la même que celle que cette histoire vous laisse à présent. Quand quelqu'un dit qu'il vous protège, de quoi? Et qui vous a demandé si vous le vouliez? Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, vous a procuré une émotion qui vous marquera longtemps après l'avoir visionnée, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous construisons quelque chose d'important. Des histoires percutantes. Qui ne passent pas inaperçues. Chaque abonné nous permet de toucher un public plus large avec davantage d'histoires comme celle-ci. Nous approchons des 1000 abonnés. Nous y sommes presque. Et vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, méritez d'en faire partie. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'Amadi et Séfu se soient trompés, ou qu'ils se soient simplement égarés? Parce que la réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et c'est précisément pour cela que cette conversation est utile.